Bonjour et bienvenue à tous du coup. Ce séminaire webinaire sur le développement du numérique dans les entreprises et comment prendre en compte les externalités environnementales se déroule dans le cadre des rendez-vous du Club Clé, donc le club régional des acteurs pour l'économie de la fonctionnalité, ainsi que du programme Relief, donc le programme d'accompagnement des entreprises qui s'engagent dans une trajectoire d'économie de la fonctionnalité. Aujourd'hui, sur la première partie, on aura le plaisir d'accueillir le cabinet dès demain avec Julie Orgelet et entreprise et numérique avec Alban et Aurélien. Et également, du coup, pour la partie témoignage entreprise, Anthony Le Serre donc de It's On Us et Benjamin Dequevelier des fabricants. Alors sur le déroulé, on aura une première partie, on va recontextualiser un petit peu le sujet de l'économie de la fonctionnalité et du numérique en essayant d'aborder les différents liens qu'il peut y avoir entre ces deux sujets. Et après, on aura deux focus à la fois sur le développement du numérique et quels sont les enjeux environnementaux, les impacts et comment les prendre en compte. Et ensuite, avec Alban, une deuxième partie sur comment est-ce qu'on engage une démarche de réflexion autour de ces sujets-là, quelles sont les premières étapes. On aura un petit temps vers 3 heures à peu près, un atelier collectif pour essayer d'appliquer tout ça. Et comment est-ce que je peux agir soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de mon organisation. Et vers 3h30, on aura donc, le témoignage des entreprises de It's On Us et les fabricants, donc avec Anthony et Benjamin, sous le format table ronde ou un échange qui se voudra très, très ouvert et où chacun d'entre vous pourra partager ses questions et remarques sur ces sujets. Donc déjà, sur la première partie, sur l'économie de la fonctionnalité et le numérique. Donc déjà, qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité? C'est un concept et un modèle économique qui vise en fait à sortir de la logique de volume pour s'intéresser plus à l'usage, aux effets utiles, donc aux bénéfices et aux besoins fonctionnels que la solution peut apporter. Donc il n'y a plus le principe de propriété et on se détache de celui-ci. Donc, on ne vend plus un bien, on répond plus à un besoin. Ça permet à la fois de se questionner sur ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait. Donc, on aime bien cette petite illustration qu'on voit à droite. Souvent, on a une offre qui est pensée et imaginée. Donc, c'est le cheminement piéton qu'on voit. Mais cette offre, elle ne correspond pas forcément aux besoins et aux usages que nos partenaires, nos clients ou les parties prenantes ont réellement. Et du coup, en fait, le besoin est légèrement différent ou complètement différent. Et du coup, ça permet également d'intégrer d'autres notions, comme la notion d'externalité, externalité positive ou négative, sur l'environnement, sur la société, sur le territoire, sur l'écosystème de parties prenantes avec lequel on peut être destiné à interagir. Et là, on peut se dire, et souvent quand on explique le concept d'économie de la fonctionnalité, on se dit, mais en fait, c'est de la location. Et pas tout à fait, en fait, c'est plutôt une mauvaise route que de faire ce raccourci-là. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'inscrit dans une perspective de transition écologique. Donc, comme je le disais juste avant, en fait, on cherche à s'intéresser aux externalités qui sont engendrées, à les minimiser quand elles sont négatives et à les optimiser quand elles sont positives. Il y a une relation aussi qui est complètement différente. On a tendance à s'éloigner de la relation client-fournisseur en essayant de développer des solutions qui sont plutôt gagnantes-gagnantes et du coup d'avoir une approche qui est plutôt
partenariale, de co-développement, de co-élaboration d'offres et de solutions qui s'adaptent au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Et on essaye aussi de sortir de cette posture de concurrence vis-à-vis des autres acteurs qui peuvent se trouver sur le marché pour adopter plus une relation partenariale. On cherche également à avoir une dimension un peu plus environnementale et sociétale. Là, c'est des champs qui peuvent être très vastes et j'ai juste mis quelques exemples qui permettent de faire un premier pas dans tout ça. On va chercher à maîtriser le cycle de vie, donc l'analyser et le maîtriser, d'essayer d'allonger aussi la durée d'utilisation de nos solutions, d'éco-concevoir les biens, mais aussi les services, mais aussi de se poser la question du travail, essayer de redonner du sens au travail. Donc, ça fait un peu écho à cette idée de se questionner sur ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait. Et bien sûr, avec des enjeux aussi de création d'emplois locaux, non délocalisables, avec une haute valeur ajoutée et de développer des cercles de coopération. Maintenant, quels sont les liens entre économie de la fonctionnalité et numérique? Donc, en fait, dans cette transition vers des activités qui sont plutôt servicielles, ça a créé des besoins multiples et nouveaux. Donc, s'équiper en matériel, donc on va investir plus pour mettre à disposition ensuite. Ça peut être aussi de la collecte, du stockage, de la traitement de données pour piloter les différentes offres qu'on va commercialiser, de communiquer et valoriser sur ce qu'on fait, avec des bénéfices du coup qui sont attendus. C'est-à-dire que l'offre, elle va être vouée à s'adapter, à évoluer au fur et à mesure de l'utilisation, de rendre, en tout cas d'essayer de rendre visible la valeur créée, notamment de tout ce qui entre dans le champ des ressources immatérielles, d'avoir une utilisation qui est a priori plus efficace et d'améliorer l'efficience énergétique. Et du coup, tout ça, ça a aussi des externalités qui peuvent être négatives, avec des coûts environnementaux qui peuvent être importants, notamment en termes de consommation de ressources naturelles dans de la production, avec tout ce qui est terres rares, par exemple, consommation énergétique, qu'en est-il de la fin de vie des produits, sur la qualité de vie au travail, sur les changements de mode de communication. Donc là, on parle de droit à la déconnexion et ce genre d'idées. Et d'une tendance qui peut être forte à vouloir du coup tout collecter, tout analyser, et du coup ça entraîne, on le verra par la suite, des besoins d'infrastructures beaucoup plus importants. Donc il y a un enjeu fort de comprendre et de maîtriser le numérique. Pour illustrer tout ça, j'ai pris un exemple alors qui n'est pas qui peut être représentatif, mais c'est un exemple d'un domaine, c'est celui du confort thermique. Donc en économie de la fonctionnalité, on a un fournisseur. Sur une offre classique, on va avoir tendance à vendre soit une chaudière ou une climatisation pour la fraîcheur. Alors qu'en économie de la fonctionnalité, on va plus être sur une vente de confort thermique. Sur le contenu de l'offre, du coup, on va avoir des contenus qui sont relativement différents. Sur l'offre en classique, on va avoir simplement la fourniture d'un moyen de chauffage, alors que sur l'offre en économie de la fonctionnalité, on va être sur un package un peu plus complet. Donc, on va fournir un moyen de chauffage qui est adapté. On va également fournir des conseils, que ce soit en termes d'isolation, d'utilisation. Avant de chauffer, on va d'abord se poser la question, est-ce que mon bureau, mon entreprise, mon logement est bien isolé? Et on va essayer d'accompagner aussi à l'usage. Donc, on va essayer de faire de la maintenance préventive, de la maintenance au jour le jour, de la maintenance pour essayer d'optimiser en fait l'utilisation de mon matériel. En termes de besoins numériques, sur la première offre, il y a des besoins qui sont a priori faibles. On a toujours les besoins, on va dire, de base pour suivre la consommation.
mais ça reste assez basique. Sur l'offre en économie de la fonctionnalité, notre moyen de chauffage, il va devoir être connecté. On va devoir mettre plus de capteurs, communiquer à distance avec le prestataire qui fournit pour suivre la consommation, suivre quand est-ce que je vais devoir faire mes maintenances préventives. On va devoir développer aussi des outils de monitoring et d'analyse pour justement essayer d'optimiser toute cette utilisation-là. Et du coup, on va devoir développer des infrastructures un peu plus importantes. Donc, au niveau des externalités environnementales, ça va induire du coup des ressources naturelles plus importantes pour construire les circuits imprimés, les capteurs, etc. Une consommation énergétique qui peut être plus importante. Et également l'utilisation de serveurs pour le transfert, pour le stockage et de créer des outils aussi de communication avec des interfaces. Donc, a priori, on peut se dire que cette offre, à la base, elle est plus vertueuse. Cependant, si on n'intègre pas cette réflexion sur les effets induits de cette solution au niveau du numérique et les externalités que ça engendre, on peut aller en fait sur des effets rebonds. C'est-à-dire qu'a priori, on est sur des bénéfices qui nous paraissent évidents, mais si on ne les prend pas en compte, on peut les augmenter par ailleurs. Ceci pour introduire ce sujet de la prise en compte des impacts environnementaux dans le développement des solutions numériques et notamment dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité. Donc maintenant, on va voir les enjeux environnementaux qui sont liés au numérique. Et du coup, je vais passer la main à Julie, Julie Angelet, qui va pouvoir se présenter également. Bonjour à tous. Julie Angelet, donc moi je suis consultante analyse CPDI, éco-conception et numérique responsable pour Demain et je suis aussi accompagnatrice dans le cadre de l'action Relief. Et aujourd'hui, j'interviens avec ma casquette, on va dire, numérique responsable pour vous parler des enjeux environnementaux liés au numérique et puis faire un petit point sur la sémantique et sur ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le numérique pour en limiter l'impact environnemental. Nicolas, je te laisse. Donc évidemment, le numérique, alors je vais essayer effectivement de parler plus fort si c'est... Est-ce que c'est mieux pour vous? Ok. On s'inscrit comme toutes les technologies dans le contexte du dérèglement climatique que vous connaissez. Hein. On cherche aujourd'hui à limiter notre dérèglement climatique à 1,5 degré d'ici 2050, mais ça veut dire réduire nos émissions de 30% d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité en 2050. Dans les faits, on en est assez loin. On en est proche si on regarde uniquement les émissions territoriales de la France. On a moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010. Mais si on compte l'import, et dans le numérique, on est quand même très très conditionné à ça, on est à plus 14% d'impact sur notre territoire. Donc ça veut dire l'import, c'est toutes les ressources numériques, ordinateurs, téléphones, serveurs, etc., qui sont produits dans notre cas à l'extérieur. Je peux te laisser... On a un deuxième point important et intéressant, c'est notre matérialité. Aujourd'hui, le numérique, c'est un des secteurs où on a la plus forte matérialité. On estime qu'on doit extraire entre 800 et 1 tonne de matière pour produire un ordinateur, 800 kilos, pardon, et 1 tonne de matière pour produire un ordinateur qui fait 2 kilos. Donc on a un effet de matérialité ou d'intensité matière qui est très très importante sur ce secteur. Et on voit finalement une corrélation entre notre intensité matière au quotidien, 7 gigatonnes de matière pour nous faire vivre en 1907, 85 gigatonnes en 2007, donc ça veut dire 12 tonnes par habitant et par an, et on estime à 187 gigatonnes en 2050. L'ONU nous dit, en gros, il faudrait retomber à 5 tonnes par habitant
sur quelque chose d'à peu près soutenable. C'est quelque chose qui est important et fortement corrélé aussi à nos pratiques numériques. Est-ce que je peux te laisser passer à la suite? Donc évidemment, aujourd'hui, on présente plutôt le numérique comme un vecteur de réduction des impacts environnementaux. C'est un vecteur d'acquisition de données, de création de nouveaux modèles économiques, comme a pu le présenter Nicolas juste avant. Mais on oublie souvent que c'est aussi le secteur qui est le plus gourmand en énergie, le plus gourmand en ressources et le plus générateur de déchets. Donc même si on estime que le numérique pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2050, on oublie souvent ces effets directs. Le numérique, c'est aussi des chiffres assez intéressants. Donc 600 kg de matière pour mobiliser minimum pour fabriquer un ordinateur de 2 kg. C'est 9 équipements par personne en Europe occidentale contre 5,3 en 2016. C'est 10 milliards de téléphones portables vendus dans le monde depuis 2007. C'est de la consommation liée aux infrastructures réseau et aux data centers, mais à hauteur de 50%. Et c'est aussi à hauteur de 47% nos équipements utilisateurs. Donc aujourd'hui, 3,4 milliards d'équipements pour 4,1 milliards, 34 milliards d'équipements pardon, pour 4,1 milliards d'utilisateurs. Ça fait 223 millions de tonnes et c'est l'équivalent de 5 fois le parc automobile français, pour vous donner des ordres de grandeur et des chiffres qui nous disent que finalement, même si on le sait, le numérique est partout. Aujourd'hui, on a plutôt une vision du numérique comme étant magique et sans matérialité, alors qu'on est plutôt sur une accélération galopante. Et un sociologue qui dit que le numérique, c'est aussi un accélérateur de la grande accélération, parce que il accélère les cycles de vente des produits, il est partout et on observe des augmentations sur les volumétries très importantes. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc c'est un secteur sur lequel on a des chiffres et des taux d'augmentation à 2 chiffres pour à peu près tout. 80% de la hausse de croissance du trafic Internet, notamment dû à l'usage vidéo, donc c'est 80% chaque année. C'est une page web qui est 115 fois plus lourde entre 2015 et 95. C'est 80 fois plus d'énergie qu'il faut pour fabriquer 1 gramme de smartphone que pour 1 gramme de voiture. Donc on est sur des ordres de grandeur d'augmentation et d'accélération qui sont extrêmement importants. Donc même si on maîtrise pour pas tout à fait précisément l'impact environnemental, on se rend compte qu'il y a besoin aussi de freiner ces aspects-là. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? À votre avis, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les usages connectés représentent 0,5 fois l'impact de la France, 2 à 3 fois l'impact de la France, 5 fois l'impact gaz à effet de serre de la France ou 8 fois. Pour ceux qui ont envie de se prêter au jeu, je vous laisse répondre un peu dans le chat. Alors du coup, on va passer à la slide suivante. Donc on est 5 fois, 8 fois. On est plutôt de l'ordre 2 à 3 fois l'impact français. Mais c'est quand même colossal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans les pays développés avec des forts impacts. Aujourd'hui, c'est 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, avec une hausse de 9% par an. Donc on estime qu'on pourrait être quasiment à 8,5% en 2025, soit l'équivalent du secteur automobile. C'est 0,2% de la consommation en eau, et plus on va aller dans le temps et plus les ressources vont se raréfier, plus cette consommation va augmenter. Et c'est 5,5% de la consommation d'électricité dans le monde. Et en 2015, ça représentait 12% de la facture énergétique française. Donc c'est vraiment pas un secteur qui est anodin, même si c'est un secteur qui peut apporter des solutions. Il faut réfléchir son développement dans les limites planétaires et en considérant à la fois les impacts indirects, donc potentiellement bénéfiques, que les impacts directs, qui eux ont leurs propres aspects. Est-ce que je peux... Ouais.
Donc on a une croissance de 9% par an. En gros, on est à x2 tous les 8 ans. Et en 2025, ça devrait être autant de gaz à effet de serre si on reste sur cette même trajectoire que pour les émissions de gaz à effet de serre des véhicules légers. Donc aujourd'hui, on a une grosse polémique sur cette correspondance avec l'aviation civile. Mais demain, on pourrait être dans les mêmes ordres de grandeur que pour les véhicules légers. Donc c'est vraiment un sujet qui est prégnant, que vous avez pu voir dans l'actualité et qui a une réalité et un impact non négligeable, sachant qu'on doit s'inscrire dans cette logique du facteur 4, diviser nos émissions par 4. Donc si on commence par augmenter celle-ci, on est plutôt sur une trajectoire pas évidente à maintenir. Je te laisse. Donc, ce qu'on peut aussi nous dire, on nous dit souvent, ben oui, mais on gagne quand même en efficacité, etc. Oui, entre les bilans qui ont été faits par greenIT.fr entre 2010 et 2019, on a plutôt une tendance à réduire les impacts par utilisateur parce qu'on a des équipements qui sont plus efficaces, notamment en phase d'usage. Mais ensuite, on observe une réaugmentation parce que on va avoir l'introduction finalement des objets connectés. On va connecter vos montres, vos chaussettes, etc. Donc on va multiplier les terminaux. On va connecter votre compteur, etc. Et qui font que l'efficacité, elle entraîne, elle, ce qu'on appelle un effet rebond. Donc une réaugmentation finalement de l'impact environnemental associé à nos pratiques numériques. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Finalement, c'est parce qu'on est sur un marché qui est en croissance exponentielle. On a 60% par an d'augmentation de la production des équipements connectés. On a une énorme intensité matière. Je disais, il faut beaucoup plus de matériaux, il faut extraire beaucoup plus de matériaux pour fabriquer un téléphone que pour fabriquer une voiture. Aujourd'hui, il faut 16 kg de matière première pour fabriquer une puce de 1 gramme. Le secteur du numérique, ça représente 19% de la production mondiale des métaux rares et, par exemple, 23% du coltan. C'est aussi une infrastructure sans précédent aujourd'hui. Quand vous envoyez un mail, vous envoyez un message, évidemment, vous avez l'équipement que vous avez dans votre main ou devant vos yeux, votre smartphone, votre portable. Mais vous allez aussi faire appel à l'infrastructure réseau, à des data centers. Et donc, ça veut dire que le chemin de la donnée, il n'est pas anodin. Il a lui aussi sa matérialité. Et on est aussi sur des durées de vie très très courtes, des cycles de renouvellement très courts, donc des technologies qui se renouvellent hyper rapidement. Aujourd'hui, on estime entre 18 mois et 2 ans la durée de vie moyenne d'un téléphone mobile. Et si vous revenez 10 ans ou 15 ans en arrière, on avait très peu d'équipements complexes avec des durées de vie aussi courtes. Et aujourd'hui, quand on renouvelle ces équipements, il y en a 88% qui sont encore en état de fonctionnement. Et il y en a malheureusement que 15% qui sont collectés. Donc on a aussi un enjeu de production de déchets. Et comme on l'a vu juste avant, c'est des équipements qui sont extrêmement complexes à produire. Et qui dit extrêmement complexe à produire, dit aussi extrêmement complexe à recycler. Donc on est sur quelque chose assez sans précédent et assez nouveau, quoi. Est-ce que je peux cliquer voilà, donc une autre illustration finalement qui vous illustre la complexité de ces matériels. Alors on a bien entendu, on peut voir, imaginer finalement la complexité de ce qu'on a dans nos mains, nos smartphones qui sont de plus en plus compacts, de plus en plus petits, mais aussi de plus en plus performants. Les smartphones d'aujourd'hui sont les ordinateurs, ont les puissances des ordinateurs d'il y a 4-5 ans, voire sont parfois plus puissants que les ordinateurs que vous pouvez avoir. Mais cette puissance, elle est aussi fortement corrélée avec une augmentation de leur impact environnemental en production. On va retrouver 50 à 70 matériaux différents, dont beaucoup de métaux ferreux et non ferreux, quelques métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine, le palladium, dont les horizons d'épuisement sont relativement courts, et aussi des terres rares et des métaux spéciaux comme l'europium, l'yttrium, le terbium, le kalium, l'indium et le tantal, qu'on retrouve aussi en très petite quantité dans nos mobiles, mais pour lesquels il faut extraire une forte quantité de matière pour arriver à les séparer finalement.
Donc ça pose le problème de la fabrication et comme je vous le disais aussi, ça pose la problématique de la fin de vie que vous voyez illustrée ici hein, sur les décharges à ciel ouvert qu'on va retrouver au Ghana. Donc on a beaucoup de choses à traiter quand on traite du sujet du numérique. Je peux te laisser passer à la... Donc, si je résume un peu, hein, on a les enjeux consommation d'électricité, que vous avez vu dans les grands chiffres au départ. Mais pour nous, en tout cas utilisateurs particuliers, ça va être pas le principal. Sur la répartition des impacts, on est plutôt à plus de 50%. Si on regarde juste le mobile, on va être à 80% d'impact pour la phase de fabrication et le reste pour la phase d'utilisation. La consommation d'électricité, c'est un enjeu notamment dans les data centers. La consommation de matières premières rares et d'énergie fossile, on parle bien sûr de l'épuisement des ressources naturelles qui sont non renouvelables, mais on parle aussi d'enjeux sociaux forts comme les conflits, le travail forcé, le travail des enfants. Pour le coltan et le cobalt au Congo, par exemple, c'était vraiment une problématique. La consommation d'eau. Aujourd'hui, il faut des volumes d'eau immenses pour produire un kilo de silicium. Et cette consommation d'eau, elle va aussi augmenter au fur et à mesure que les ressources vont s'épuiser et vont être difficilement accessibles parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour purifier les métaux. On a aussi des problématiques de santé publique. Alors, on parle beaucoup de l'électrosensibilité, mais on a d'autres problématiques sociales comme la désociabilisation, le droit à la déconnexion, la surinformation, le burn-out en font partie de ces problématiques-là. Il faut être vigilant. Hein. On a les problématiques associées à la fracture numérique aussi. C'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. On a bien sûr notre sujet central d'actualité qui est le dérèglement climatique, mais je ne reviendrai pas trop. Et cette problématique de production de déchets, tant sur la quantité que sur la toxicité de ces déchets. C'est-à-dire que s'ils sont mal recyclés ou mal retraités, ils se retrouvent dans ces fameuses décharges à ciel ouvert qui sont brûlées pour en extraire les métaux principaux. Vous rendez bien compte que tout ce qui est retardateur de flamme, bromé, métaux lourds, etc., vous allez les retrouver soit dans les poumons des pauvres gens qui essayent de retraiter ça, soit dans les sols, et qu'on est vraiment sur une problématique de bombe à retardement. Donc ça, c'est pour vous dresser un petit peu le tableau. Face à ce tableau, se sont développées différentes pratiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'IT for Green, de numérique au service de l'environnement. Finalement, on a toujours tendance à se dire la solution viendra des technologies numériques. Donc, on est dans ce cadre de l'IT for Green, mais finalement, l'IT for Green n'est pas toujours responsable, parce qu'on n'a pas conscience de ces enjeux. Et donc, autour de ça, se sont développées d'autres notions. La notion d'éco-conception, c'est-à-dire, oui, j'ai besoin de mettre en place une solution numérique et je vais faire en sorte qu'elle soit la plus vertueuse possible. Donc, je vais essayer d'en réduire l'impact dès la conception. C'est cette logique d'éco-conception. Et là, on va regarder vraiment juste par l'angle de l'environnement. On peut avoir la conception numérique responsable comme on va dire, chapeau un petit peu plus grand. Hein, la conception numérique responsable, finalement, c'est une conception numérique qui s'inscrit dans le contexte du développement durable, en prenant en compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques. Donc, on est sur quelque chose de plus large. On est sur le Green IT aussi, comment développer des technologies numériques responsables. Et tout ça, finalement, qu'on soit l'IT for Green, l'éco-conception de services numériques, le Green IT ou la conception numérique responsable, s'intègre dans un écosystème qu'on appelle l'écosystème du numérique responsable, c'est-à-dire numérique finalement au service du développement durable et de la planète. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Je vous ai ici regroupé quelques ressources qui peuvent être intéressantes pour se lancer dans une stratégie de numérique responsable. Vous avez des ressources qui sont plutôt sur la sémantique, les démarches, telles que le livre de Frédéric Bordage,
Sobriété numérique, les clés pour agir, ou le livre de Vincent Courboulet, Vers un numérique responsable. Vous avez aussi des choses pour les produits, l'éco-conception en électronique, des choses pour évaluer votre maturité en entreprise avec l'Alliance Green IT, des choses si vous êtes concepteur numérique, les 115 bonnes pratiques de l'éco-conception web. Et puis aussi, si vous êtes un petit peu curieux, que vous avez une page web, vous pouvez aller essayer d'évaluer l'impact environnemental de votre page web avec le site ecoindex.fr. Ça peut être déjà un bon test pour vous lancer dans ces premiers pas sur cette démarche-là. Et pour finir, vous avez aussi le livre blanc Green Concept avec pas mal de petites pratiques, notamment des pratiques associées au modèle économique et comment est-ce qu'on combine éco-conception de services numériques et économie de la fonctionnalité. Donc ça, c'est un axe qui est toujours intéressant, puisqu'on a souvent tendance à se dire, avec le développement des software as a service, etc., on est dans un modèle économie de la fonctionnalité. Oui, certes, mais comme le disait Nicolas tout à l'heure, on doit aussi travailler sur notre valeur ajoutée, notre valeur client, etc. Et finalement se recentrer sur le besoin, c'est une des pratiques d'éco-conception et d'économie de la fonctionnalité. Donc je vous invite à aller voir un petit peu ce document-là. Je vais essayer de faire vite pour la fin du cas pratique, pour vous laisser un peu de temps pour les questions. Je voulais vous présenter un petit retour d'expérience dans le cadre d'une action collective qui s'appelle Green Concept Innovation, qu'on a menée entre 2015 et 2018, où l'objectif était d'accompagner des startups et des PME de la région Occitanie dans leur démarche d'éco-conception de services numériques. L'idée de cette action, et l'idée là sur ce client-là, donc Price Comparator, qui est une solution de BS Web, c'est une solution finalement d'analyse de marché, d'analyse concurrentielle et de comparateur de prix en fait. Donc l'idée, c'est de souscrire à une offre qui vous permet de comparer vos prix par rapport à des concurrents, etc. Donc cette offre, au départ, vous voyez en bas à gauche, vous avez les résultats de l'analyse du cycle de vie qui a été faite, l'évaluation de l'impact environnemental sur 4 critères, que sont la consommation d'énergie primaire, le dérèglement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et la consommation d'eau. On avait le diagnostic avant éco-conception, donc sur la partie à gauche, et puis après éco-conception. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Avant éco-conception, on s'est rendu compte que cette solution, elle était très gourmande, notamment en espace de stockage sur le cloud. Donc c'est la partie jaune. Et puis ce qui ressortait aussi, c'était beaucoup la fabrication des terminaux utilisateurs, puisqu'on avait besoin de passer par un ordinateur pour consulter ce site, et on devait avoir une démarche proactive. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a vu d'où provenaient les impacts, on a proposé finalement des changements dans la conception du site. Au début, on allait chercher l'ensemble des données, ce qui fait qu'on avait une grosse quantité de données à stocker, à processer, etc. Donc, c'est principalement responsable de la partie jaune que vous voyez. Donc, on a plutôt réduit le tableau de bord avec juste les données essentielles et on a structuré les données à choisir. On a discrétisé, harmonisé les données et puis on a changé de format de compression des images. Donc l'objectif de la reconception du site, c'était de réduire la quantité de données téléchargées. C'est pas parce qu'on a beaucoup de données à disposition qu'il faut tout récupérer, parce que ça a de l'impact à traiter, à stocker, etc. Donc on télécharge par exemple uniquement la page qui contient l'information dont on a besoin plutôt que de télécharger l'ensemble du site à chaque fois et aller traiter l'information. Et on a remplacé l'interface par un courriel, c'est-à-dire que plutôt que la personne doive aller chaque jour, chaque semaine ou tous les 2 jours voir s'il y a quelque chose qui a bougé sur son tableau de bord, en fait, s'il y a quelque chose qui a bougé, elle est prévenue et elle ira sur l'application, mais pas l'inverse. Donc on a augmenté l'expérience client aussi, on lui a fait gagner du temps, etc. Et puis ça a permis de réduire de quasiment 75% les principaux impacts, donc émissions de gaz à effet de serre, conso d'eau et d'énergie primaire. Donc c'est plutôt un bon succès d'éco-conception. Vous voyez, après reconception
et réflexion sur les données nécessaires à l'expérience utilisateur, on est sur des impacts qui sont bien moins longs. Voilà pour moi. Nicolas, on ne t'entend pas. On voit que je vois que tu parles. Alors, pas mieux, Nicolas. Nicolas, je crois que on t'a toujours pas. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Parfait. Parfait, désolé. Sur un séminaire sur le numérique, c'est un comble. Je vais laisser du coup Alban faire sa présentation et après on aura un petit temps d'échange, questions-réponses où vous pourrez vous exprimer. Du coup, Alban, je te laisse prendre la main sur ta présentation. Ouais, il faut juste parce que. Attends, il faut juste que je retrouve que je partage le bon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez normalement un slide avec une usine numérique régionale par ENE et engager une démarche de réflexion? Non. Non. De notre côté. D'accord. Confirme. Alors, dupliquer. Tu vois, c'est pas mieux de notre côté finalement. Parce qu'en fait, en zappant entre plusieurs systèmes, on se trompe. Alors. Ça arrive. C'est tout bon. C'est tout bon? Vous le voyez dans le bon mode? On voit en mode présentateur. On voit en mode présentateur là. Ok. Et là? Ouais. Tout. Voilà. Bon. Donc je vais. Merci pour tout ce qui a été dit. Je vais évidemment pas redire ce qui a été évoqué. Mais à ce stade de l'atelier, moi je vais juste vous faire un focus sur ce qui se passe dans l'industrie. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc Alban Carnavos, je travaille à Entreprises et Numérique, l'ENE, et je suis chef de projet rattaché à un programme qui s'appelle Usine numérique régionale. Donc, je ne vais pas le détailler ici, je vous invite toutes et tous à vous connecter sur notre site internet www.ene.fr et puis pour voir quelles sont nos différentes actions dont la mission principale est d'accompagner les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la mise en œuvre de projets numériques. Moi, je vais m'attacher plus particulièrement à un sujet qui touche l'industrie. Et vous allez, même si ça a déjà été évoqué, comprendre pourquoi. Et essayer de voir quelles sont les étapes, en tout cas les points de vigilance à prendre en compte pour être en phase avec deux concepts que sont la performance industrielle et la performance environnementale. Très rapidement, ici vous avez un certain nombre d'articles que j'ai pris, alors qui débutent en haut à gauche et qui se terminent en bas à droite de manière chronologique autour de l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Donc on commence par le temps en 2015. C'est un des premiers articles que j'ai trouvé autour de ce thème-là, c'est-à-dire comment l'industrie 4.0 peut être une chance pour l'économie et l'environnement. Au fur et à mesure des années, on voit qu'on se pose beaucoup de questions. En fait, c'est plutôt sous la forme de questions. Est-ce que l'industrie ou l'usine 4.0 peut devenir propre, jusqu'à un article assez récent dans Forbes qui date de novembre 2020 et qui s'intitule « L'environnement, prochain défi de l'industrie 4.0 ». Donc voilà, c'est simplement pour vous montrer une photographie de cette thématique qui est de plus en plus rattachée à l'industrie, c'est-à-dire l'impact environnemental d'une production. Ce qui n'a pas toujours été le cas.
Mais aujourd'hui, c'est plus qu'une mode, c'est une tendance de fond et qui impacte finalement la transformation de l'industrie. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. On va juste faire un petit rappel. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours sur les différentes révolutions industrielles, mais simplement pour que bien qu'on ait le même vocable également, un peu comme l'a fait Julie, et savoir ce qu'on met derrière l'industrie 4.0, qui est un concept plutôt germanophone, et l'industrie du futur. Ici, vous avez les trois révolutions industrielles qui ont précédé la dernière, celle que nous vivons actuellement. Donc, tout d'abord, avec le premier métier mécanisé, avec l'introduction de l'énergie hydraulique et de la machine à vapeur dans les moyens de production en 1784. Presque un siècle plus tard, les premières lignes d'assemblage en 1870. Donc ici, c'est une ligne d'équarrissage dans un abattoir de Chicago, où en fait on a introduit l'énergie électrique, et ce qui a amené la production de masse et la division des tâches. Je vous le fais en très raccourci. Et enfin, presque quasiment un siècle plus tard, en 1969, l'utilisation de l'électronique, la rencontre de l'électronique et de l'informatique autour de ce qu'on appelle les premiers automates industriels. Donc c'est ce que vous avez au milieu du groupe de ces quatre ingénieurs. Et donc, on voit évidemment que l'énergie est au cœur en fait, des deux premières révolutions industrielles, l'énergie hydraulique, l'énergie électrique. Et l'énergie est toujours au cœur des problématiques liées à la production et à notre consommation, comme ça a été évoqué précédemment, en parallèle des métaux rares. Et aujourd'hui, nous sommes dans un autre type de paradigme qui est poussé par l'évolution des technologies numériques qui depuis l'automate industriel, n'ont cessé d'apparaître avec des cycles d'évolution technologique de plus en plus courts. Alors, ici, on en voit trois qui sont, il faut froncer les yeux pour quatre, pour bien voir qu'on a la modélisation 3D, par exemple, la microélectronique, évidemment Internet ou dans les moyens de production, ce que l'on appelle la fabrication additive. Toutes ces technologies rassemblées, et la liste n'est pas exhaustive, constituent ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle ou la nouvelle révolution industrielle, et qui est représentée par ce terme, ce concept d'industrie du futur. En résumé, ce sont des mini-révolutions technologiques, la fabrication additive dans la fabrication, pour la production de matériel, l'électronique et la microélectronique, la modélisation 3D. Donc ces mini-révolutions sont des briques de cette industrie du futur, et qui se concrétisent par des interactions, en fait. C'est-à-dire des interactions entre plusieurs environnements, plusieurs éléments, à la fois des produits. Donc là, évidemment, j'ai pris le plus symbolique qui est une voiture, des humains et des machines. Les interactions entre les produits, les humains et les machines, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui dans bon nombre de nos usines, puisqu'elles sont connectées, et connectées par justement ce qui représente un flux numérique. Donc l'industrie du futur requiert plusieurs, du moins à plusieurs visages, et principalement ce qui différencie, ce qui concrétise cette industrie du futur, c'est cette notion. Notre plan. Bonjour. Ce qui caractérise cette industrie du futur, c'est évidemment ce lien numérique, cette continuité numérique, comme ça a été évoqué précédemment. Je vais tout de suite rentrer dans un cas d'usage pour bien comprendre ce que ça peut impliquer, ce que nous avons mis en place, en tout cas quel type d'entreprise on accompagne à l'ENE.
Donc, c'est un cas d'usage de ce que l'on appelle de l'Internet industriel des objets. Et l'Internet industriel des objets, comme ça a été évoqué, permet de connecter des équipements industriels dans le but, alors à la fois d'optimiser la superficie, enfin la performance de ces mêmes équipements par l'intermédiaire des données d'usage, mais également de permettre à un industriel de mieux gérer la maintenance de ces mêmes équipements et voire même d'établir, comme ça a été évoqué également, un nouveau modèle d'affaires lié à une dimension service. Cette entreprise qui est citée s'appelle Vibra Concept, donc c'est une entreprise que l'on a accompagnée à l'ENE pour expérimenter justement cet Internet industriel des objets. Il faut bien comprendre que ce sont la plupart des industriels, notamment comme Vibra Concept, conçoivent, fabriquent, commercialisent et maintiennent des équipements industriels qui sont des machines spéciales. Dans ce cas-là, on est sur de la machine spéciale qui utilise un processus vibratoire et dont l'objectif est de délivrer une performance qui est très concrètement de déposer des cookies, sur des pas des cookies, des pépites de chocolat, pardon, sur des cookies. Donc, on est dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, une industrie de masse, production de masse. Vibra Concept a comme client des industriels globaux qui possèdent des usines dans le monde entier et dont les produits sont distribués dans la plupart des supermarchés du monde entier. Et donc, les cookies, très concrètement, sont composés d'un bâton avec des pépites de chocolat. Et des pépites de chocolat sur un cookies, on peut en avoir entre 4, 5, 6, voire 8. De manière, sur un plan unitaire, ça représente peu. Par contre, sur une production de masse, sur plusieurs millions de cookies fabriqués par an, chaque cookies coûte cher. Donc, Vibra Concept permet à ces industriels de délivrer la juste quantité de pépites de chocolat sur ces cookies. Et jusqu'à présent, le modèle d'un industriel comme Vibra Concept est de vendre, de commercialiser et de vendre une machine et également un service lié à la maintenance de ces équipements. Quand on a des équipements à travers le monde, on peut se poser de manière pertinente la question de comment est-ce que je fais pour maintenir ces équipements à travers le monde, dans des usines qui sont réparties sur tous les continents. La connectivité des machines entre en ligne de compte pour optimiser, ce qui est expliqué parmi les enjeux principaux, pour optimiser la supervision, c'est-à-dire assurer le suivi du parc de machines installées en permettant de les monitorer à distance. Monitorer à distance, c'est-à-dire que ça permet d'être alerté en cas de dysfonctionnement. On peut être alerté en tant que fournisseur de cette solution, mais on peut alerter également son client de manière à déclencher des opérations de maintenance préventive ou de maintenance en urgence. Donc, cette supervision permet non seulement d'avoir une vision en temps réel de ce qui est produit, mais aussi d'anticiper ce que l'on doit faire sur ces équipements. Le deuxième point, c'est aussi, et c'est le cas de cette société, c'est de penser différemment la commercialisation de ces produits. Donc, justement sur ce thème de l'économie de la fonctionnalité, de s'engager sur un résultat, sur une performance, et qui n'est pas lié à la performance même de la machine, mais sur ce qu'elle va produire, ce qu'elle va délivrer. Et pour faire évoluer son modèle économique, il est nécessaire, il est impératif d'être capable de comptabiliser, de capter de la donnée d'usage pour pouvoir ensuite la valoriser et la monétiser. Donc, je vous fais une grande introduction pour vous dire
en fin de compte qu'effectivement, on est exactement dans cette même idée d'une économie de la fonctionnalité appliquée au milieu industriel, qui entrouvre de nouvelles voies concrètement de business pour cette entreprise. Mais il y a aussi la nécessité chez ces industriels de s'attaquer à l'impact d'une production pour pouvoir justement ne pas contraindre le modèle d'affaires. Donc ce cas-là est un cas qu'on a mis en œuvre à la fin de l'année 2020, qui aujourd'hui n'est pas encore en production industrielle, mais qui fait partie d'un positionnement différenciateur de la part de cette entreprise par rapport à ses concurrents. Les points de vigilance qui ont été détectés assez rapidement, enfin du moins les points de vigilance, les points de vigilance qu'il faut avoir en tête, c'est, comme ça a été effectivement indiqué, d'identifier des paramètres critiques. Identifier des paramètres critiques en phase avec les enjeux métiers. La solution de facilité consisterait effectivement à capter de la donnée en permanence, mais très rapidement, on s'est rendu compte que le stockage des données est exponentiel et que de fait, il est impératif de pouvoir identifier les paramètres critiques et donc de revenir sur les enjeux métiers du client. Et ça passe par le fait de restreindre la collecte de données aux données qui sont réellement utiles. C'est la palissade, mais c'est une réelle, c'est un enjeu fort, justement pour mesurer l'impact environnemental d'une production. Et on a mis nous, ce qu'on essaye de faire à l'ENE, en tout cas dans le cadre également d'un autre projet, c'est d'appliquer le concept de sobriété numérique. Alors, le concept de sobriété numérique, c'est quelque chose que l'on est en train d'expérimenter dans le cadre d'un autre projet. La sobriété numérique, c'est concevoir des infrastructures et des architectures techniques qui, dès le départ, prennent en compte cet impact environnemental. C'est un sujet que l'on mène actuellement dans le cadre d'un programme qui s'appelle UNR Connect, avec comme partenaire le C-Team de Cluse, donc qui est basé à Cluse à l'ID Center. Et donc, on a mis en place un atelier connecté sur 2 machines de production et dont l'objectif est de rendre compte donc, du fonctionnement effectif d'une machine. Ça, c'est le premier impact, en tout cas le premier objectif de performance industrielle, pour définir des actions correctives en identifiant les pertes de production et mettre en œuvre des actions de progrès. Ça, c'est le premier point de cet atelier connecté. Et même principe, un peu comme dans le premier cas, on s'est rapidement rendu compte d'une croissance exponentielle des données stockées. Donc on a essayé et on essaye de mettre en place ce qu'on appelle cette sobriété numérique by design, pour justement équilibrer, trouver un équilibre entre l'enjeu auquel répond la solution, donc le monitoring, la supervision et voire même un nouveau modèle d'affaires basé sur les données d'usage et son impact inhérent. Donc on a mis 3 points qui peuvent paraître évidents, mais qui déterminent toute la conception et de l'architecture et de l'infrastructure numérique. Qui en découle, c'est tout simplement dès le départ de définir un pilotage environnemental dès la phase de conception. La même manière de mettre l'utilisateur au centre de la problématique à traiter, là c'est le même principe. Définir dès le départ un pilotage environnemental de manière à ce qu'on puisse ensuite concevoir des équipements et une architecture qui soit la plus sobre possible. Donc, qualifier les données utiles. Dans une industrie de production métallurgique, vous attaquez de la matière avec un outil coupant.
Dans une industrie de type d'ingénierie des procédés, vous avez un flux qui soit gazeux ou liquide, avec potentiellement des données extrêmement importantes et en masse à traiter dans un temps réduit. Donc, d'où l'intérêt dès le départ de qualifier ces données, la fréquence des remontées et ce qui va déterminer le stockage même de ces données. Et ensuite, sur un plan technique, il y a des technologies qui permettent tout simplement ce qu'on appelle de minimiser ou de réduire le bruit entre les équipements et de réduire également la consommation d'énergie de ces mêmes équipements. L'objectif au final, c'est effectivement, comme ça a été évoqué, de réduire les stockages, de limiter et de réduire les stockages redondants. Et ceci, il faut le faire dès la phase amont, dès la phase de conception, puisque c'est de cette manière-là qu'on va influer sur les infrastructures que l'on va mettre en œuvre. Super. Merci beaucoup Alban pour tous ces exemples qui illustrent plutôt bien tout ce qui a été dit juste avant. Du coup, on a pris un petit peu de retard, mais on va quand même se prendre quelques minutes si vous avez des questions. Donc, vous pouvez soit les poser directement sur le chat ou activer votre caméra et votre micro pour la poser directement. Alors, soit tout a été super clair, ou alors il n'y a que des timides parmi l'assistance. Pas de questions? Bon, très bien. Du coup, je vous propose de passer à... Ah, si, une petite question. Alors, Delphine qui nous pose une question. Est-ce que vous prenez l'impact des infrastructures réseau, VDI, dans les externalités environnementales? Est-ce que ce sont des questions qui intéressent les entreprises? Je pense qu'à la fois Alban et Julie peuvent répondre à cette question. Alors, du coup, quand on fait de l'analyse du cycle de vie de services numériques, oui, on intègre l'impact des réseaux. Aujourd'hui, c'est clairement un point sur lequel il y a peu d'informations et peu de données. Sauf qu'il se trouve que dans le cadre de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, il y a un article qui contraint les opérateurs, enfin les fournisseurs d'accès Internet à communiquer l'impact carbone du transfert d'un gigaoctet de données. Et dans ce cadre-là, en fait, sont en train d'être développées des méthodologies de comptabilisation et aussi des données par défaut pour prendre en compte cet aspect-là. Et on sait clairement que sur un certain nombre de publications, effectivement, le fait de mutualiser les ressources en les mettant dans des data centers, dans le cloud, est compensé par le trafic d'informations sur les données, enfin le trafic d'informations, pardon, sur les réseaux. Donc c'est vraiment un sujet qui est très intéressant, qui n'est pas toujours intégré dans les analyses d'impact, mais en tout cas qu'on essaye d'intégrer le plus possible. Merci Julie. Et du coup, peut-être, c'est vrai qu'on avait échangé en amont avec notamment Aurélien et Alban sur l'entreprise et numérique. Et effectivement, c'est des questions, alors vous me dites si je me trompe, Alban et Aurélien, qui intéressent de plus en plus quand même les entreprises. Et d'ailleurs, les deux exemples qu'Alban nous a présentés, je trouve, témoignent bien de cette prise en compte des impacts environnementaux. Effectivement, ça intéresse les industriels à deux titres. Le premier étant pour minimiser en interne les coûts liés à une production. Ça, c'est ce à quoi pense tout chef d'entreprise, c'est de réduire les coûts de production,
les charges et notamment la consommation en électrique, les consommations en fluide, la consommation en gaz selon le type d'activité a un impact direct sur on va dire la performance, mais surtout sur la profitabilité de l'entreprise. Mais il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont, comme l'a évoqué Julie. Je vais en prendre deux très simples. Par exemple, en 2021, il y a une directive qui impose pour les établissements recevant du public un suivi continu de la qualité de l'air. Alors, le suivi continu de la qualité de l'air, ça passe par des capteurs de particules fines dans des ateliers, mais également dans des bâtiments tertiaires, dans des bureaux. Et ce suivi continu de la qualité de l'air nécessite donc de capter de la donnée de manière échantillonnée ou en permanence selon le type d'activité. Et donc, à l'autre bout de la chaîne, ce sont autant de données qui s'accumulent et qui doivent être traitées. Donc ça, c'est un contexte réglementaire qui s'impose aux établissements recevant du public et puis bientôt à toute entreprise, même si elle ne reçoit pas de public, et qu'il faut anticiper très en amont. Et à l'inverse, celles qui l'anticipent sont mieux préparées, ne subissent moins justement ce contexte réglementaire et surtout peuvent également l'utiliser dans une politique de responsabilité sociétale et environnementale et permet également à ces entreprises on va dire, de valoriser, d'être en phase avec la réglementation et également d'agir sur ce qu'on appelle la notoriété et la responsabilité environnementale. Donc, il y a ces deux aspects qui, effectivement, nous, tel qu'on le constate depuis les premiers projets, en tout cas les premiers programmes de soutien à la transformation de l'industrie qui, pour les premiers, datent de 2011. En Europe en tout cas. L'environnement n'était pas un des points les plus importants. Aujourd'hui, il devient de plus en plus. Et ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est une vraie tendance pour les deux raisons que j'ai évoquées. Donc, à la fois améliorer la profitabilité et ensuite avoir un impact moindre sur son environnement. Il ne faut pas généraliser, mais par contre, aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur Internet en couverture presse, l'aspect environnemental et la durabilité font partie des points les plus mis en avant pour la transformation de l'industrie. C'est une réalité. Et peut-être pour compléter ce que Alban évoquait, moi je n'interviens pas auprès d'industriels, mais plutôt d'entreprises, de TPE de moins de 10 salariés, essentiellement sur des projets liés à du développement web, donc des choses qui sont 80% du temps en fait un site internet. Il y a on va dire le début d'une sensibilisation au niveau des côtés clients et parfois des clients qui par un engagement propre, mais qui est souvent un engagement finalement assez personnel, s'interrogent sur à la fois dans la conception, dans l'hébergement, les moyens, on va dire, de minimiser l'impact numérique de ces projets-là. Là où on a, nous, aujourd'hui, des difficultés, c'est que l'offre, on a tellement été habitué à du web pas cher, si ce n'est gratuit, que ce soit en matière d'hébergement, que ce soit en matière de conception, qu'aujourd'hui, l'offre qui s'adresse souvent à ces petites sociétés, elle n'est pas encore à ce stade, elle ne prend pas encore assez peut-être ces enjeux-là, qui est une offre assez peu coûteuse, et il est parfois difficile de trouver finalement le prestataire en face qui a une offre qui correspond au niveau de besoin du client qu'on a et qui prend en compte ces enjeux-là. Mais voilà, on sent qu'il y a un mouvement de fond, on a toujours un peu de mal, il y a des mouvements dans le monde du web, mais qui sont autour de ces sujets-là, mais il n'y a pas de lecture très claire de l'offre et donc c'est pas évident. Et on peut prendre une dernière question de Émilie, du coup. Est-ce qu'aujourd'hui, les ingénieurs informatiques sont sensibilisés, compétents sur ces problématiques? Comment trouver des prestataires pour réduire les impacts environnementaux dans le cadre des activités numériques? Peut-être prendre le point. Oui, vas-y, Julie, Anthony aussi. Ouais. Pas de souci. Il y en a de plus en plus.
même si ce n'est pas la majorité. On a de nombreux collectifs qui se mettent en œuvre. Alors, des collectifs de gens qui souvent ont une sensibilité personnelle et qui se disent comment est-ce qu'on applique ça. Donc, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'il y a des outils qui se mettent en œuvre autour du collectif Conception Numérique Responsable. Il y a des prestataires des ESN qui sont sensibilisés. Anthony qui témoignera après pourra témoigner là-dessus. Itsonus, c'est un peu leur ADN. Fairness aussi. Il y a l'Institut du numérique responsable qui sensibilise beaucoup sur ces pratiques et qui contribue à la montée en compétence des prestataires, l'Alliance Green IT. Voilà, vous allez pouvoir quand même retrouver de plus en plus de prestataires qui sont sensibilisés à ces enjeux. Et moi, je travaille sur ce sujet depuis 2015. On va dire qu'à partir de 2018, c'est devenu finalement une prise de conscience assez collective et on peut retrouver des outils et des prestataires compétents sur les sujets, quoi. Anthony, tu veux compléter peut-être? Non, pas mieux. C'est le ton de la réponse que j'allais donner. Merci, Julie.